La cité balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte a été secouée la nuit dernière par 7 attentats provoquant un véritable carnage. Au moins 88 morts, dont 8 touristes étrangers et près de 200 blessés. Pour l'heure, aucun Français n'est recensé parmi les victimes. À Londres, Scotland Yard organise l'une des plus grandes chasses à l'homme recensées après les attentats manqués de jeudi. Par ailleurs, la police a reconnu aujourd'hui que l'homme abattu dans le métro n'avait rien à voir avec ces attentats. Sécheresse et vent en France égalent nombreux départs d'incendie dans l'Aude. Un camping a été en partie dévasté. Il était occupé par des résidents permanents dans des bungalows. Une petite fille de 5 ans qui est tombée du 5e étage de son immeuble à Antibes est miraculeusement arrivée indemne dans le jardinet de la résidence. Et puis dans le Finistère, 14e édition du festival rock des vieilles charrues, ambiance cubaine, mais aussi retour de Deep Purple, figure du hard rock des années 70. Madame, Monsieur, bonsoir. Il était un peu plus de minuit hier soir lorsque 7 bombes ont explosé dans la ville extrêmement touristique de Sharm el-Sheikh, station balnéaire sur la mer Rouge. Plusieurs hôtels, mais aussi le parking d'un centre commercial, un des souks de la vieille ville ont été touchés. Selon un bilan toujours provisoire, il y aurait au moins 88 morts et des centaines de blessés. Stéphane Bretner. C'est un touriste un peu curieux qui vient de sortir sa caméra après la première explosion. Et puis, une deuxième bombe près du souk. La foule se presse au milieu de la rue où gisent des corps sans vie. Avant ici, c'était un bel hôtel de charme comme les touristes les aiment. Au Ghazala Garden, les chambres sont tout confort avec vue sur la mer. Ce matin, c'est un champ de gravats et de ruines. À 1h cette nuit, une voiture piégée est rentrée dans l'hôtel. Le kamikaze a tout fait sauter, 25 morts. J'étais en train de dormir quand j'ai senti une énorme secousse. J'ai cru que c'était un tremblement de terre. Il y a eu un gros nuage de fumée, et puis tout le monde s'est mis à courir, dans tous les sens, avec les enfants. Au début, je n'ai pas cru à une bombe, mais plutôt à une explosion due au crash d'un avion. Le ciel brillait. C'était terrible, terrible. Et pour être sûr de n'épargner personne, une deuxième déflagration se produit à côté de l'hôtel. Un homme aurait déposé un sac avant de s'enfuir. 2 à 3 minutes après l'explosion au Ghazala, il y en a eu une deuxième dans le parking de l'hôtel. J'ai vu plein de corps déchiquetés. Il y a eu beaucoup de cadavres là-bas, des étrangers et surtout des Égyptiens. L'hôtel Ghazala n'était pas la seule cible des terroristes. Quasi simultanément, un autre hôtel, un supermarché, un restaurant et le souk de la vieille ville sont touchés par des explosions. En tout, 7 attentats dans 4 lieux revendiqués sur Internet par un groupe lié à Al-Qaïda. La quasi-totalité des victimes, 88 pour l'instant, est égyptienne. 8 étrangers, dont 2 Italiens et 2 Britanniques, sont officiellement morts. Sur les ruines de l'hôtel Ghazala, les secouristes ont terminé leurs recherches en fin d'après-midi. Les bulldozers ont pris leur place. Pour les Égyptiens et le tourisme, il faut effacer au plus vite les traces de cette série d'attentats. Et dans la vieille ville de Sharm el-Sheikh, nous vous le disions, une des explosions dans un souk a tué 17 personnes. Ce sont tous des Égyptiens et les dégâts sont très importants, comme le montrent ces images d'une de nos équipes arrivées sur place, Amaury Guibert et Christian Gallet. L'officier de police tente d'éloigner la foule des curieux, tant bien que mal. Tous semblent figés autour des carcasses de véhicules calcinés. Au vieux marché de Sharm el-Sheikh, la voiture PJ a tout soufflé et les marchands des petites échoppes commencent à nettoyer, sans beaucoup d'ardeur. J'arrive pas à le croire, dit celui-ci. J'y arrive pas. Qui a pu faire ça? Et pourquoi? Hier, à la même heure, le souk était animé, comme chaque soir quand les touristes viennent flâner et profiter de la fraîcheur de la nuit. Et puis, tout s'est écroulé. J'ai 3 enfants, explique celui-ci. Ça fait 9 ans que je travaille ici à Sharm el-Sheikh. 9 ans dans cette boutique, et maintenant, plus rien. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est pareil pour tout le monde. Un cratère est visible au milieu de la rue. Au moins une explosion, mais des témoins disent en avoir vu plusieurs. Le bilan est lourd. 17 morts, tous des Égyptiens, dont les corps ont été tellement brûlés
que l'identification est quasiment impossible. En attaquant le souk de Sharm el-Sheikh, les terroristes ont frappé ce petit peuple égyptien qui vit du tourisme. Certainement pas au hasard, mais comme un avertissement adressé à ceux que les poseurs de bombes considèrent comme des collaborateurs. Et nous vous le disions, c'est dans un autre hôtel, le Gazala Garden, mitoyen du grand centre de conférence internationale, qu'un kamikaze a fait exploser dans le hall sa voiture piégée. Une de nos équipes sur place, Aurélia Guillemin et Christian Gallet, sont retournés sur les lieux cet après-midi. Le Gazala Garden. Hier encore, un complexe hôtelier très prisé. Aujourd'hui, une ruine. Depuis que la voiture d'un kamikaze s'est engouffrée dans le hall d'entrée du bâtiment avant d'exploser. La première explosion a soufflé les vitres. C'était une très grosse explosion, très roulante. Et peu de temps après, on s'est habillé et on a entendu une deuxième explosion. Sur plusieurs centaines de mètres carrés, les débris jonchent le sol. Devant l'hôtel, des touristes ahuris qui ont le sentiment d'avoir échappé au pire et qui se posent tous, ce soir, la même question. On ne sait pas si on va partir ou rester. On ne sait pas encore si on doit rentrer à la maison. On a décidé de rester encore une semaine. Je pense et j'espère qu'il n'y aura plus de bombes dans les prochains jours au moins. L'hôtel Gazala Garden, sans doute le plus touché par les explosions, est ce soir totalement encerclé par les forces de l'ordre. À l'extérieur, on dresse des palissades pour éloigner les curieux, car à l'intérieur, les secouristes cherchent encore des victimes sous les décombres. Les hôpitaux de la ville ont été très vite débordés par l'afflux des blessés. Sharm el-Sheikh, qui reçoit beaucoup de touristes étrangers, mais qui est aussi un centre de conférence internationale, et le plus sûr de la raison, est bien équipé sur le plan médical. Certains blessés, cependant, ont dû être transportés au Caire. Nathalie Sapena. Choqués, traumatisés, ils s'entassent dans des chambres surpeuplées. Plus de 200 blessés déferlent depuis ce matin sur l'unique hôpital de Sharm el-Sheikh qui tente de faire face avec les moyens du bord. J'ai cru que je perdais mes mains. Le sang giclait de mes poignets. Je me suis mise à courir. Des médecins de toute la région ont été appelés en renfort. Certains blessés sont en soins intensifs. D'autres ont été opérés. Ici, dans notre service, nous avons vu beaucoup de fractures, de coupures et de contusions. Le président égyptien Hosni Moubarak, qui réside une partie de l'année à Sharm el-Sheikh, est allé dès ce matin à l'hôpital. Il y a rencontré des Égyptiens qui constituent l'immense majorité des victimes. Il s'est également rendu au chevet de touristes blessés, des Espagnols, des Italiens, des Allemands et des Britanniques. Vous avez des blessures légères? Oui, juste des petites coupures sur tout le corps. Je me suis aussi fait très mal à la cheville. Et vous vous sentez mieux? Je suis toujours bouleversée, c'est le choc. Les 35 blessés les plus graves ont été évacués vers les hôpitaux du Caire. Parmi eux, une vingtaine seraient dans un état critique. Nous étions assez loin quand on a entendu la première détonation. Tout le monde s'est mis à courir vers le parking. C'est là qu'on a été fauché par la deuxième explosion. À Sharm el-Sheikh, l'attente se poursuit pour les familles qui n'ont pas le droit d'entrer dans l'hôpital, car ce soir, les victimes ne sont pas toutes identifiées. Et avec la réouverture de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, ce matin, la plupart des avions vont pouvoir décoller. On a assisté évidemment à un afflux vers l'aéroport. Certains sont partis à pied, bagages à la main, pour tenter de prendre un avion. Et paradoxalement, certains touristes n'ont pas renoncé à se rendre à Sharm el-Sheikh, estimant que le pire est passé. Emmanuel Lambert. À Gare, les touristes reconnaissent à peine le lieu. C'est pourtant bien leur hôtel, leur palace, qui est transformé en ruine. Je séjournais dans cet hôtel. Par chance, je n'étais pas là quand ça a explosé. On a vraiment envie de rentrer maintenant. On est très triste. Moi, j'ai vraiment très peur. Je retourne en Italie dès que possible. Les bâtiments sont éventrés, plus aucune porte, plus aucune fenêtre, et des débris qui jonchent le sol partout. Les terroristes ont frappé au cœur de la station balnéaire. Britanniques, Russes, Israéliens, plus d'1 million de personnes viennent en vacances à Sharm el-Sheikh chaque année. Ce matin, à même le sol dans les jardins des hôtels,
Ils étaient des dizaines à attendre, hébétés, prêts à partir. D'autres s'activaient pour régler la note et fuir. Je suis très choquée. Je suis heureuse de revenir à la maison ce soir. J'étais dans la piscine cette nuit et j'ai entendu un énorme bruit. Tous les gens couraient, criaient, appelaient leur famille. Immédiatement après les attaques, de nombreuses personnes ont tenté de fuir au beau milieu de la nuit. Certains ont réussi à bord de nombreux bus affrétés dans l'urgence. Dans la matinée, d'autres essayaient de rejoindre l'aéroport à pied. Pas question de rester une minute de plus dans cette ville. Les enfants ont eu peur. Nous partons tout de suite. Nous avions programmé de partir demain. Mais vu ce qui se passe, et ça a l'air grave, nous préférons quitter la ville maintenant. Pour ces touristes italiens, c'est la délivrance. Sains et saufs, ils sont rentrés à Bologne auprès des leurs. Comme d'autres touristes dans de nombreux pays du monde, ils échappent ainsi au carnage de Sharm el-Sheikh. Au Quai d'Orsay à Paris, une cellule de crise a été ouverte. Le Premier ministre Dominique de Villepin, qui a fait part de la solidarité de la France à l'égard de l'Égypte, a également indiqué que pour l'heure, aucun Français n'avait été identifié parmi les victimes, mais il faut rester prudent. Une trentaine de corps ne seraient toujours pas identifiés. Et puis une équipe de Mondial Assistance a quitté Paris cet après-midi pour porter secours sur place à ses abonnés. Javid Imbert, Christelle Marty et Véronique Danzé. Dominique de Villepin et Philippe Douste-Blazy visitent ce matin la cellule d'urgence mise en place dès les premières heures au Quai d'Orsay. Un numéro spécial, le 0800 174 174. Au bout du fil, une quinzaine d'agents du ministère. En une journée, plus de 950 appels sont parvenus ici. On essaie surtout de tranquilliser les gens parce que ce qui les inquiète le plus, c'est d'être sans nouvelles. Aucune victime française pour l'instant, les informations arrivent vite. Environ 300 Français se trouvaient à Sharm el-Sheikh. Le Quai d'Orsay est renseigné par les voyagistes, mais surtout par le gouvernement égyptien. Les autorités égyptiennes avec lesquelles nous sommes en permanence en liaison nous disent qu'il n'y a pas, au moment où je vous parle, de Français qui sont parmi les victimes. Mais je demande à ceux qui souhaiteraient partir en Égypte la plus grande prudence. Pendant que le Quai d'Orsay organise les premiers rapatriements de touristes français, les organismes d'assistance se mettent au travail. Chirurgie, unité de soins intensifs adultes 4 et... Cette équipe, composée de médecins et d'infirmiers, est partie cet après-midi de l'aéroport du Bourget. À bord, des civières et du matériel adapté à ce qu'ils vont trouver à leur arrivée. Il va y avoir sûrement des brûlures, beaucoup de plaies, donc on a pris énormément de pansements, de désinfectants. Comme celle-ci, toutes les équipes médicales qui partent pour Sharm el-Sheikh savent qu'elles vont être mobilisées tout au long de la nuit prochaine. La plupart des Français de Sharm el-Sheikh étaient venus passer quelques jours de vacances dans cette ville considérée, je vous le disais, comme l'une des plus sûres de la région. Certains ont décidé d'avancer leur départ, d'autres resteront sur place. Notre correspondante Martine Laroche-Joubert. À première vue, il semble que rien ne se soit passé. Le bleu piscine de Sharm el-Sheikh étincelle sous le soleil, mais son charme a perdu de son éclat. La tragédie a fait irruption dans un décor de carte postale. Les halls d'hôtel se vident peu à peu et la mélancolie l'emporte sur la joie des vacances. Avec les attentats, on a envie de rester à l'hôtel, on se sent plus en sécurité, qu'on ne se promène plus. Voilà, on s'en va, on repart tout de suite, c'est l'insécurité qui règne, donc du coup on a envie de rentrer, de retrouver nos repères, de rentrer à la maison. Certains demandent leurs notes, d'autres refusent de céder devant les terroristes. Je pense que ce serait peut-être leur faire trop de plaisir que de baser, disons, tous ces loisirs ou ces choix de vacances sur ces attentats pour définir où on va aller, où on ne va pas aller. Pour aider les Français qui décident d'avancer leur départ, cette jeune femme, consul de France au Caire, est arrivée ce matin. C'est elle qui fait le lien avec les tours opérateurs pour les rapatrier. Il n'y a pas, semble-t-il, de victimes françaises. Jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance de Français blessés ou tués. Blessés, je pense qu'il n'y en a pas du tout. Tués, je n'ai pas connaissance de Français tués, mais il est vrai qu'on a encore des corps qui ne sont pas identifiés. Dehors, des policiers stationnent le long des routes, question de sécurité, mais le mal est fait.
Il y a davantage de victimes parmi les Égyptiens que parmi les touristes étrangers. L'Occident est visé, mais aussi l'économie égyptienne. C'est un coup très dur pour le tourisme ici. Et nous retrouvons en direct Charles Anderlin. Alors Charles, j'imagine que évidemment l'Égypte est sous le choc car ça n'est pas n'importe quelle ville qui est touchée et la date n'est pas innocente non plus. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, vous voyez derrière moi la bâche avec laquelle les autorités égyptiennes tentent de cacher les ruines de l'hôtel détruit la nuit dernière par un kamikaze. Un geste qui montre bien l'embarras des autorités égyptiennes. Car en l'occurrence, ce ne sont pas seulement les infidèles, comme les islamistes les appellent, les touristes étrangers qui sont attaqués, mais bien les Égyptiens qui travaillent avec ces touristes. Et ça, c'est un message à la société égyptienne. Et puis c'est également un message au gouvernement égyptien. Vous savez qu'il y aura ici des élections au mois de septembre. C'est de très mauvais augure pour le président Moubarak. En effet, l'arrêt ou au moins la chute du nombre de touristes qui va visiter l'Égypte dans les mois qui viennent est de très mauvais augure pour l'économie égyptienne. Merci Charles, et n'hésitez pas à intervenir dans ce journal si d'autres informations vous parvenaient. Alors que la plupart des pays déconseillent à leurs ressortissants de se rendre en Égypte, les hôteliers français comme Accor et les tours opérateurs comme Jet-Tour et Fram confirment qu'aucun de leurs clients ne figure parmi les victimes. Ce matin, ils ont pu prendre contact avec chacun de leurs clients sur place. Vincent Fourcade. 300 Français devaient partir ce week-end pour Sharm el-Sheikh. La moitié d'entre eux a préféré annuler le voyage, mais ces touristes, eux, malgré les attentats, s'apprêtent à décoller vers l'Égypte. Les attentats, bon, il y en a quelques-uns, mais bon, si on est inquiet, en ce cas-là, on vit plus, quoi. Eux sont de retour. Ils ont appris la nouvelle avant de quitter l'Égypte, et ces touristes français ont eu le temps d'un vol pour y songer. Un sentiment domine, le fatalisme. C'est un moyen de pression, c'est sûr, sur les pays dont l'économie dépend du tourisme. Donc il est certain que les premiers menacés, ça va être nous, ça va être les touristes. Des touristes parfois surpris qu'un attentat ait pu être commis en Égypte, où les mesures de sécurité leur semblaient pourtant satisfaisantes. Tous les sites sont protégés, on est contrôlé intégralement. Il n'y a pas de souci et on est bien encadré et on sent la sécurité quand même partout. Tôt ce matin, le voyagiste Fram a activé sa cellule d'urgence. L'ensemble de ses clients a pu être localisé, tous sont sains et saufs et la plupart seront bientôt de retour en France. Nous avons exactement 51 passagers en séjour à Sharm el-Sheikh pour lesquels, pour la majorité d'entre eux, le retour était prévu ce soir, qui s'effectuera tout à fait normalement. Autres voyagistes, Jet-Tour et de bonnes nouvelles également. Ces clients français à Sharm el-Sheikh, une centaine sont indemnes, comme l'ensemble des Français sur place. Alors rappelons que l'Égypte est depuis plusieurs années régulièrement pointée du doigt par les groupes islamistes les plus radicaux. Le président Moubarak, qui s'est rendu sur les lieux des attentats ce matin, a toujours fait preuve de la plus grande fermeté à leur égard. Mais les terroristes ont déjà frappé en Égypte, à Luxor, mais aussi à Taba, dans le Sinaï. Explication Romain Clément. En ce jour de fête nationale, le président Moubarak devait s'adresser à son pays. Pour annoncer sa candidature aux prochaines élections, les événements ont changé la teneur du discours. Notre combat contre le terrorisme se poursuivra avec toutes nos forces, notre fermeté, notre volonté. Ces attentats portent un coup à un régime déjà en proie à une vague de contestation. Ces derniers mois, bravant l'interdiction de manifester, l'opposition, pour l'essentiel les frères musulmans, a dénoncé 24 années d'un régime sans partage. Pour les extrémistes, l'Égypte est un allié privilégié des Occidentaux. D'abord en Irak, Hosni Moubarak soutient la politique américaine. Al-Qaïda a revendiqué l'assassinat de l'ambassadeur égyptien à Bagdad. Mais c'est aussi parce qu'il est le premier pays arabe à avoir signé une paix séparée avec Israël. C'était en 1978, à Camp David, aux États-Unis. Un acte de trahison pour une partie du monde arabe qui coûtera la vie à Sadat, le président égyptien assassiné par le djihad islamique. Le djihad dont l'un des chefs est un certain Ayman al-Zawahiri. We are not sorry about we have offered for our religion and we have sacrificed and we are still ready for more sacrifices till the victory of Islam. Al-Zawahiri, médecin de nationalité égyptienne, rejoint ensuite en Afghanistan Oussama Ben Laden, dont il devient le bras droit. Il est celui qui appelle au djihad et qui inspire les actions sanglantes des années 90 en Égypte. Comme en 1997, à Luxor, où 58 touristes sont assassinés. Après Taba dans le Sinaï, le Caire, 2 fois en avril dernier, est frappé par des attentats suicides. Une première, un défi
au régime d'Hosni Moubarak. Alors Thierry Tuillier, bonsoir. Est-ce que après ces attentats, on peut parler ce soir d'une sorte d'international terroriste qui se reformerait? Oui, c'est vrai, mais cela ne date pas du mois de juillet et des attentats de Londres, bien sûr. En fait, depuis le 11 septembre 2001, toutes les actions d'envergure sont revendiquées au nom d'Al-Qaïda. Et quand on regarde une carte du monde, de la planète, eh bien, on voit évidemment que peu de zones géographiques ont été finalement épargnées. Alors même si Al-Qaïda n'est pas une organisation structurée, hiérarchisée, centralisée, c'est vrai qu'on a l'impression quand même de faire face finalement à une stratégie mondiale de la terreur, de groupes locaux qui ne sont pas forcément coordonnés entre eux, mais qui se réclament du seul label d'Al-Qaïda avec des points communs, un mode opératoire, on a vu des opérations quasi simultanées, et puis des cibles symboliques choisies évidemment avec beaucoup de précision. Alors dans le cas de Sharm el-Sheikh, il va falloir attendre de savoir si les auteurs de ces attentats sont égyptiens ou étrangers, mais ce qui est sûr, c'est que la revendication au nom des brigades Abdallah Azzam marque une étape supplémentaire dans cette guerre mondiale. Abdallah Azzam, c'est un Palestinien mort au Pakistan et qui a été considéré comme le mentor d'Oussama Ben Laden. Alors restez avec nous Thierry, puisque nous allons le voir ensemble et avec vous. Michel Alliot-Marie, actuellement en visite en Afghanistan, a souligné la détermination renforcée de la France à lutter contre le terrorisme. Voyez ce reportage de Claude Sampère et Bruno Giraudon. Elle vient de passer les dernières heures avec les commandos des forces spéciales dans les montagnes, ceux qui luttent contre Al-Qaïda. Dans l'avion de retour à Kaboul, Michel Alliot-Marie a appris les attentats d'Égypte. Pourtant pour elle, pas de doute, la lutte contre le terrorisme avance. Il est évident qu'il y a beaucoup de progrès depuis 3 ans et que la situation demeure encore fragile. On peut parler un peu des progrès parce qu'il est vrai que ce matin il y a eu gros attentats. Je vais garder Madame le ministre pour passer le troupe en revue. Merci. Tout au long de la journée, Michel Alliot-Marie a été tenu au courant des événements d'Égypte. Au cours de tous ses entretiens avec les autorités militaires et civiles, elle a rappelé que le terrorisme est un fléau international qui peut frapper n'importe quel pays. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Oussama Ben Laden, Al-Zawahiri seront arrêtés? Écoutez, c'est une analyse générale. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'ils seront sans doute un jour arrêtés. Compte tenu des formes qu'a pris aujourd'hui le terrorisme, je ne suis pas sûr que cela arrête le développement de ces réseaux. En Afghanistan, les soldats français intégrés dans une force internationale ont surtout permis de ramener une certaine stabilité dans le pays. Sur le plan de la lutte antiterroriste, malgré de nombreux communiqués annonçant régulièrement l'arrestation de hauts responsables d'Al-Qaïda, les progrès semblent beaucoup moins évidents et le combat beaucoup plus difficile. Alors Thierry, ce voyage Michel Alliot-Marie montre que si la France n'est pas en Irak, elle est présente à côté des Américains en Afghanistan, dans ce qui est un peu la base arrière d'Al-Qaïda, donc la France aussi peut être visée. Effectivement, le territoire français n'est pas à l'abri, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Pascal Mayos, le patron des renseignements généraux, dans une interview avec notre confrère Le Parisien. Il a affirmé que les islamistes radicaux contrôlent à peu près une vingtaine de mosquées aujourd'hui en France, et on sait aussi que des Français sont allés combattre en Irak, que certains sont morts, que d'autres sont peut-être de retour, et c'est un retour qui préoccupe beaucoup les services français, qui disent et qui reconnaissent aussi qu'il y a une menace réelle aujourd'hui sur le sol français. Merci Thierry, et j'ajoute pour être tout à fait complet sur cette information qu'un imam occasionnel de Lyon qui était interdit de territoire, de séjour en France parce qu'il était impliqué dans les attentats contre le TGV en 1995, eh bien cet imam a été expulsé ce soir vers l'Algérie. Londres a appris ce matin avec stupeur que 8 ressortissants britanniques figuraient parmi les blessés de Sharm el-Sheikh. L'Égypte est un lieu de vacances particulièrement apprécié par les Britanniques et les voyagistes proposent désormais d'autres destinations à leurs clients, alors que Jack Straw, le secrétaire au Foreign Office, a qualifié de diaboliques les auteurs des attentats en Égypte. À Londres, Florence Bouquilla et Valérie Lucas. Dans les agences de voyage anglaises, le soleil de l'Égypte est toujours là pour attirer les clients. C'est une de leurs destinations fétiches. 9000 Britanniques y séjournent actuellement. Les attentats de Sharm el-Sheikh datent seulement de la nuit dernière, un peu tôt pour savoir s'il y aura des annulations de voyageurs anglais. Je n'ai personne pour le moment à Sharm el-Sheikh, mais j'ai des réservations pour le reste de l'été. Et pour l'instant, personne n'a annulé. Cet homme, lui, se prépare à partir en Turquie. Il sait que ce pays est régulièrement la cible de terroristes. Bon d'accord, j'ai un peu peur, mais j'espère que je ne ferai pas partie des malchanceux. Diabolique, c'est ainsi que Jack Straw a qualifié les auteurs des attentats en Égypte.
J'ai parlé ce matin à mon homologue, le ministre égyptien, pour lui exprimer mon soutien, ainsi qu'au peuple égyptien et au gouvernement. Leur bataille est la nôtre et la nôtre est la leur. Au cœur de Londres, c'est un samedi ordinaire. Magasins et trottoirs sont bondés. Hier, on parlait des attentats dans la capitale britannique. Aujourd'hui, on pense aussi aux Égyptiens. C'est tragique, dit cette femme, je compatis. Nous avons traversé la même épreuve et je pense que nous devons aller de l'avant. Pour la Grande-Bretagne, l'Égypte est un pays à risque, au même titre que beaucoup d'autres, mais le Foreign Office ne déconseille pas aujourd'hui, plus qu'hier, de s'y rendre. Et ce matin, justement, à Londres, une nouvelle alerte a conduit à évacuer la station de métro de Mile End, à l'est de la capitale. Dans l'après-midi, un paquet suspect était signalé dans un parc à l'ouest. À chaque fois, des alertes sans objet, mais qui indiquent l'état de vigilance de la population et de la police, qui s'est lancée dans une véritable chasse à l'homme pour retrouver les 4 suspects identifiés à la suite de la deuxième vague d'attentats. Jacques Cardoz et Roy Connelly. C'est ce que l'on appelle une bavure. L'homme abattu de 5 balles hier dans cette station de métro n'a pas de rapport avec les événements de jeudi. Scotland Yard va devoir s'expliquer sur cet épisode. L'homme, présenté comme suspect, avait été placé sous surveillance le matin même. C'est dans cette même cité populaire de Stockwell qu'ont été interpellées 2 autres personnes. L'une serait d'origine éthiopienne, mariée et père d'un bébé. Selon la presse, il pourrait s'agir du suspect à la casquette blanche, celui du bus numéro 26. Scotland Yard n'apporte ni démenti ni confirmation sur cette dernière information. La police a travaillé à fond sur cette enquête et je pense que les progrès sont extrêmement rapides. Selon les services de renseignement britanniques cités par la presse, ce sont des documents retrouvés dans le sac à dos qui contenaient cette bombe qui ont permis ces progrès rapides. Peut-être trop rapides, car les Anglais ne manqueront pas de douter des investigations de leur police. Aujourd'hui encore, les démineurs n'ont pas cessé de faire la course aux fausses alertes à la bombe. Et comme si cela ne suffisait pas, la capitale britannique a enterré l'un des siens ce matin à Westminster. Une victime du 7 juillet, passager du bus de Tavistock. Bonsoir Jacques, vous venez de le dire, on a appris que l'homme abattu dans le métro à Stockwell n'avait rien à voir avec les attentats, c'est donc une bavure. Est-ce qu'elle est de nature à susciter une polémique ou pas à Londres ? Bien écoutez, dès ce matin déjà, la presse britannique commençait à parler de cette affaire et à évoquer cette affaire comme pouvant être une bavure. Mais là, je peux vous dire que cet après-midi, eh bien, les chaînes de télévision britanniques sont allées beaucoup plus loin et émettent beaucoup de réserves. En particulier, alors d'abord sur le comportement des policiers, mais en particulier sur une directive qui a été mise en place à la suite des attentats du 7 juillet, une directive qui voudrait que les policiers aient la possibilité de viser, de tirer non pas sur le corps dans le cadre des affaires de terrorisme, mais directement à la tête, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la police britannique, pour éviter un attentat, préfère tuer, quitte à tuer un innocent, puisqu'il s'agirait, dans cette hypothèse-là, de personnes qui porteraient sur eux éventuellement des explosifs. Donc c'est une mesure qui a été mise en place depuis le 7 juillet et qui est vraiment mise en interrogation par la presse. Et puis l'autre question que cela soulève, eh bien, c'est la crédibilité de Scotland Yard, puisque Ian Blair, le patron de la police britannique, a dit tout et son contraire en l'espace de 24 heures. Hier, il a expliqué que cet homme tué dans le métro avait un lien direct avec les attentats. Aujourd'hui, il n'en est rien. Ian Blair, qui risque certainement d'être sur la sellette dans les heures à venir. Décidément, les Anglais n'avaient franchement pas besoin de ça. Merci Jacques. À Leeds, ville où ont vécu 3 des 4 kamikazes des attentats meurtriers du 7 juillet, une marche avait lieu cet après-midi, mais les musulmans de Grande-Bretagne ressentent une grande hostilité de la part de la population, comme le montre cette manifestation contournée cet après-midi à Londres. Arnaud Miguet et Roy Connelly. La tension est montée d'un cran cet après-midi à Regent's Park, tout près de la grande mosquée du centre de Londres. Une poignée d'extrémistes manifestent. L'Angleterre, aimez-la ou quittez-la, indique le panneau brandi fièrement par cet homme, pendant que ses compagnons scandent les chants préférés des hooligans des stades de football. Je veux que Tony Blair chasse tous les gens qui sont contre nous, de mon pays. Tous les autres sont bienvenus. Je déteste les islamistes et nazis, ils n'ont rien à faire ici, il faut s'en débarrasser. Dans cette Angleterre cosmopolite, les attentats suicides, meurtriers ou manqués, font craindre une montée des tensions entre les communautés. Pas autant qu'à Leeds, d'où venaient 2 des bombes humaines. Shizat Tanwir et Mohamed Khan étaient du coin,
et jouaient au cricket dans ce parc, dit-on, quelques jours encore avant les attentats. Depuis, les graffitis sont apparus sur les murs et les ruelles de Beeston, quartier populaire et mixte de la ville du Nord, bruissent de rumeurs. Les gens n'osent plus sortir. Quand la police partira, les gens seront terrorisés, car ici, on entend parler de représailles. Car pour l'instant, la police est très présente dans les rues de Beeston, mais pour combien de temps? Les jeunes musulmans ont peur et sortent désormais en groupe. Tous les gens pensent que quand la police sera partie, nous serons la cible de violences. La cohésion entre communautés reste fragile à Beeston, peut-être plus qu'ailleurs. Ce quartier a vu grandir 2 jeunes gens dont la haine de l'Occident a conduit à ces atrocités. Mais il y a en Grande-Bretagne 1,5 million de musulmans bien intégrés et qui entendent le rester. Et puis émotion cet après-midi en Espagne, cette fois où une explosion s'est produite à Saint-Jacques-de-Compostelle, 2 jours avant la célébration de son saint patron. Cette explosion n'a pas fait de victimes, la police est intervenue à temps. 2 membres du mouvement indépendantiste galicien ont été interpellés et sont actuellement interrogés. Ces explosions n'auraient donc rien à voir avec celles qui se sont produites à Londres et à Sharm el-Sheikh. Et puis en ce 23 juillet, rappelons qu'il y a exactement 1246 jours, soit 3 ans et 5 mois que la franco-colombienne Ingrid Betancourt est retenue en otage dans son pays depuis février 2002. La rémunération du livret A va être diminuée à partir du 1er août prochain. Elle passera de 2,5 à 2%. Depuis 2003, les différents ministres de l'économie n'avaient pas osé se lancer dans la baisse du produit d'épargne favori des Français, 46 millions de porteurs. Cette baisse devrait aussi s'appliquer au livret bleu et au livret jaune. À Antibes, la petite Juliette, 5 ans, a, elle, échappé miraculeusement à une chute du 5e étage. En vacances chez ses grands-parents, la fillette avait échappé à leur surveillance. Benoît Bringer. Elle est tombée sur ce... Là, ici. Oui. Un miracle. Le mot est sur les lèvres de tous les habitants de ce quartier d'Antibes. C'est de cet appartement situé au 5e étage que Juliette, une petite fille de 5 ans, est tombée. Une chute de plusieurs dizaines de mètres sous le regard effrayé de ses voisins. Je suis sortie très vite et j'ai vu cette petite pépette ici, quoi. Donc je lui ai dit de ne pas bouger, j'ai essayé de la sécuriser. Ça a duré très peu de temps parce que sa maman est arrivée rapidement. Et dès que elle a vu sa maman, l'instinct de vie l'a reprise. Il est un peu plus de midi hier lorsque Juliette échappe à la surveillance de sa mère. Elle monte sur une chaise pour regarder par la fenêtre et bascule. Si elle s'en sort indemne, c'est grâce à ces stores. Ils ont permis d'amortir la chute. À ma grande joie, j'ai vu ma petite fille qui était en train de serrer ma fille dans ses bras. Ma fille serrait ma petite fille dans ses bras. Et la petite fille pleurnichait un peu, mais pas trop. Juliette est alors conduite à l'hôpital de Nice pour des examens. Elle ne souffre d'aucune blessure, mais restera en observation pendant plusieurs jours par mesure de précaution. À Marseille, le plafond d'un magasin de vêtements spécialisé dans la mode pour adolescents s'est effondré cet après-midi. Un magasin qui se trouve en plein centre de la ville, rue de Rome, près de la Canebière. En cette période de solde, il y avait sans aucun doute une certaine affluence, puisque d'après nos premières informations, il y a un mort. Une deuxième personne est sans doute bloquée sous les gravats. Il y aurait aussi 3 blessés légers. À Versailles, un jeune homme de 17 ans a avoué le meurtre d'un enfant de 5 ans. Le corps du petit garçon a été retrouvé la nuit dernière dans un bois à Villepreux, dans les Yvelines. Le jeune homme de 17 ans aurait tenté d'abuser sexuellement du petit garçon et face au refus de celui-ci, il l'aurait tué de plusieurs coups de bâton à la nuque. Il a avoué et a été placé en garde à vue. Avec la chaleur et la sécheresse, les incendies se multiplient depuis hier dans l'Aude. Un feu a ravagé 600 hectares de forêt et par précaution, 800 campeurs ont été évacués près de Narbonne. Le feu a été stabilisé en fin de matinée. Julien Beaumont et Nathalie Gallet. Vigilance maximum. L'incendie est maîtrisé, mais toute l'après-midi, les pompiers ont surveillé le secteur. Les familles évacuées découvrent l'étendue des dégâts. Cet homme vit ici à l'année. Pour lui, le bilan est vite fait. Les faits personnels, ils sont là-dedans. Alors ce matin, j'ai dû aller au marché là, pour m'acheter quelques bricoles, pour m'habiller un peu, parce que tout était là-dedans. Été, hiver, été, tout. Il n'y a plus rien. Ici à La Palme, 33 caravanes sur 37 ont été brûlées. Du coup, les voisins épargnés viennent proposer leur aide. Le mobil-jaune, il ne sert pas, Annie, hein, si tu seras indépendante en plus. Ouais, c'est gentil. Un incendie très violent.
La cause, les nombreuses bouteilles de gaz qui explosent sous les flammes. Des flammes qui se sont propagées sur une largeur de 3 km. Une progression facilitée par un vent soufflant à plus de 80 km/h. En 24 heures, une zone de 900 hectares a été partiellement dévastée. Selon les premiers témoignages, le feu a démarré près de la route, ce qui oriente les enquêteurs vers la piste criminelle. Conséquence de cette sécheresse, désormais la restriction d'eau s'applique dans 58 départements, notamment dans une partie de la Bretagne. Il est interdit d'irriguer et d'arroser, ce qui pose problème aux maraîchers de la région. Explication Thomas Rambaud. En Bretagne, la sécheresse échauffe les esprits. Bernard Bouet est agriculteur. Dans ses champs, il peste contre la pluie qui ne vient pas et surtout contre la préfecture. Un arrêté lui interdit d'irriguer ses 30 hectares de haricots de 11 h à 18 h. Il arrose donc ses champs de nuit. C'est insuffisant selon lui. Il craint pour ses récoltes. Un cas loin d'être isolé. 58 départements sont concernés par des arrêtés préfectoraux limitant l'usage de l'eau. Dans la zone rouge, la majorité des agriculteurs ne doit plus irriguer. Des restrictions difficiles à appliquer pour les cultures sous serre. Dans le bassin rennais, on cultive ainsi 20 000 tonnes de tomates. L'eau arrive de façon contrôlée, une précision qui permet de faire des économies. Problème, pour une croissance continue, l'arrosage ne doit pas être interrompu. Avant, il fallait 32 litres d'eau pour faire 1 kg de tomates dans les méthodes traditionnelles par aspersion. Et aujourd'hui, avec l'irrigation localisée, il faut simplement 12 litres. Mais par contre, ça nous oblige à arroser par séquence tout au long de la journée par petite dose de 150 cm3. Ce qui théoriquement est interdit pour l'instant. Si on respecte l'arrêté stricto sensus, on est hors la loi. Épargnés par les restrictions, les producteurs de maïs. Et pour cause, en Bretagne, rares sont les exploitants équipés de systèmes d'irrigation. Ils ne comptent que sur la pluie. À Paris, les amateurs pourront s'initier à l'aviron sur la Seine, une idée originale dans le cadre de Paris-Plage. Le canotage est interdit depuis 1895 à Paris, alors qu'au 19e siècle, c'était l'un des loisirs les plus populaires en Ile-de-France. Mais les Parisiens pourront redécouvrir l'aviron cet été tous les matins, à condition évidemment de se lever tôt, car les cours d'initiation auront lieu entre 8 h et 10 h du matin. Sur le Tour de France, Paris réussit pour Lance Armstrong qui remporte sa première victoire d'étape avant l'arrivée finale sur les Champs-Élysées demain. L'Américain, toujours maillot jaune, n'est plus qu'à une journée d'une probable 7e victoire sur la grande boucle. Nathanaël de Rinxin et Emmanuel Beck. Lance Armstrong est un homme heureux. Il a 3 beaux enfants, une jolie fiancée et un maillot jaune solidement accroché à ses épaules. À Saint-Étienne, le coureur américain a porté bien haut les couleurs de son pays. Motivé à l'idée de gagner une 23e et dernière étape sur le Tour, Armstrong a réussi une nouvelle perf. À l'image de ses 7 dernières années, cet après-midi, l'Américain était intouchable. C'est beau de gagner, c'est beau de finir sa carrière sur cette victoire d'étape. Mais je sais que pour moi, désormais, il n'y a plus de pression, plus d'incertitude concernant la victoire. Déchaîné, Armstrong pousse l'effort jusqu'à reprendre 7 minutes 47 à Rasmussen, le meilleur grimpeur, littéralement déposé dans le col de la Gâchée. Malheureux Danois qui se battait pour garder sa 3e place. Rasmussen a chuté 2 fois et changé 3 fois de vélo. Il y a des jours comme ça où tout va de travers. Le voilà ce soir 7e du classement. Demain à Paris, Ivan Basso et Jan Ullrich rejoindront Lance Armstrong sur le podium et seront aux premières loges pour assister au 7e sacre de ce drôle de bonhomme. Une athlète russe est rentrée dans l'histoire du saut à la perche hier au Crystal Palace à Londres. Yelena Isinbayeva a franchi les 5 mètres. C'est la première femme au monde à atteindre cette hauteur symbolique. Et voici la joie bien compréhensible de la championne. Tintin à l'honneur en Belgique cette semaine. Le royaume belge fête ses 175 ans et Tintin est la personnalité nationale la plus connue. Il a été célébré comme il convient. Reportage à Bruxelles, Frédéric Vion et Dominique Mas. Nous sommes à Bruxelles en 1948 et il voyage alors en Lincoln Zephyr, superbe américaine de l'époque. Mais nous sommes aussi 20 ans plus tôt et là, c'est en Bugatti 1924 que se déplace le fourbe individu qu'il poursuit.
Et à vrai dire, avec Tintin, on ne sait plus très bien à quelle époque on se trouve, car il traverse le siècle au volant des véhicules les plus divers. Des véhicules qui, dans cette exposition au cœur de Bruxelles, respectent même l'immatriculation qu'Hergé leur avait inventée dans les albums, des albums que les Belges de 7 à 77 ans connaissent évidemment par cœur. On est fan d'Hergé, de Tintin, on les a tous. Quand les pompiers vont chercher sa clé, qu'il a perdu sa clé, que la pie va la chercher, ou bien la pie a volé la clé. On ne se rend pas compte qu'Hergé s'est inspiré de voitures qui existaient. C'est super. Depuis qu'il y est né en 1929, Tintin est partout chez lui à Bruxelles, une ville qu'il marque encore de sa présence et dont les quartiers, les rues et les marchés ont parfois servi de modèle aux albums. Un enracinement bruxellois qui pour autant n'a jamais nui à la popularité mondiale du personnage. C'est surtout pour les Belges que ça reste un symbole belge. Sinon, je crois qu'il n'a pas, comme il n'a pas d'âge, il n'a plus de nationalité non plus peut-être, sans doute pas. Et en ces temps où nos voisins fêtent les 175 ans de leur pays, quand un grand hôtel bruxellois organise un bal costumé, le thème est tout trouvé. Tintin a beau être désormais septuagénaire, il n'a pas une ride. En France, dans le Finistère, 14e édition du festival rock Les Vieilles Charrues, avec cette année un petit air de Woodstock en Bretagne, avec notamment le retour de Deep Purple, figure du hard rock des années 70. Olivier Lenouza et Jean-Marc Noutnouk. Les Vieilles Charrues accueillent les vieux routeurs du rock. La musique de Deep Purple, reprise en chœur, n'a pas pris une ride. Il y a 13 ans, pour la première édition, ils étaient seulement 500 curieux à s'être déplacés. Cette année, 170 000 personnes vont fouler le tapis rouge déroulé par les organisateurs. Les spectateurs à l'honneur, une grande messe de 3 jours. Des visages d'anges, des visages venus de toute la France, sans oublier les 8000 habitants de Carhaix. On est du coin et puis on aime bien, on aime les spectacles. Dans tous les spectacles, il y a une grande diversité. C'est la deuxième fois que je viens, donc ça m'a plu l'année dernière, donc je reviens. Une ambiance qui abaille. Des rencontres, l'esprit festif. Ouais. 84 concerts au total. Musique électrique, éclectique, pop, rock, variété, et puis Cuba, et puis la voix d'Ibrahim Ferrer. Après un air de boléro, une javanaise. L'hommage rendu à Ingrid Betancourt, détenue depuis plus de 3 ans par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Une chanson et un espoir. Juste espérer que la javanaise est arrivée jusqu'à Colombie, j'espère. Et pour finir la soirée, après Deep Purple, New Order. Autre star des années 80, hier avec les vétérans, les Vieilles Charrues n'ont jamais paru si jeunes. Ainsi se termine ce journal, merci de votre attention. Tout de suite la météo avec Valérie Alexandre. 20h55, Fort Boyard, présenté par Olivier Mine et Sarah Lelouch. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.